Et puis, à partir de cette date-là, été 44, ils ne vont plus les tuer. Ils chantent sans doute la fin de la guerre venue. La femme accouche et le bébé est amené dans cette petite pièce. Et je vais être avec une ou deux autres infirmières chargées de m'en occuper. Alors quand je rentre là-dedans, je suis vraiment choquée parce que ma mère étant sage-femme à Bréa, mon père médecin pédiatre, j'avais l'habitude de voir des bébés qui venaient pour la pesée des bébés, les soins, avec des bonnes joues roses. Je vois des bébés qui ont l'air de vieillards, ils ont un jaune, ils sont maigres, c'est quelque chose d'épouvantable. Et bon, alors il y a une petite camarade, surtout une petite comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ils ont sur eux une petite chemise, une seule couche de change. Un bébé, ça se change 5-6 fois par jour. Et là, on appelle l'entraide du camp. Nos camarades qui travaillent dans... C'est une ville, il y a des ateliers. Tâchez de nous trouver des petites bouteilles. D'abord, mais avant, un peu de linge pour faire des couches. Et alors, il y a des ateliers, tout ça. Il y a des ateliers de tissage. Mais sortir quelque chose d'un atelier, elle prenait des rides, des battues, etc. N'empêche, elle nous trouve un peu de linge, un plus. Et puis je vous parle de du lait maintenant. Les mères venaient d'abord. Elles venaient 4 fois par jour. Alors elles tapent à la porte, on leur passe chacune son bébé. Elles s'asseyent dans le couloir et la pièce à côté. Et elles donnent le sein à leur bébé. Alors, la première fois que j'ai vu ce spectacle, une déportée avec un bébé au sein, c'est un spectacle bouleversant. Elles n'étaient pas squelettiques comme on pense à la Libération, mais enfin tout le monde. Est-ce qu'elles ont, quelques-unes ont un peu de lait, mais pas beaucoup. Donc il faut trouver du lait, et c'est là l'histoire des bouteilles, je vais vous raconter. Je savais qu'à l'infirmerie centrale, l'infirmière en chef, il y avait eu du lait en poudre à Rivière de la Croix-Rouge qu'elle ne donnait pas. Et à force de talonner justement une infirmière SS, elle a accepté de tous les jours, on allait chercher un pot de lait en poudre pour nos bébés. Alors on ramène ça dans la chambre des enfants, et on nous a donné avec 2 biberons. Alors on remplit les 2 biberons, et puis on les passe aux mères qui sont assises là, celles qui ont le moins de lait. Mais évidemment, pas de question de désinfection, c'est manque d'hygiène totale. Bon. Il fallait d'autres biberons. Et encore une fois, on appelle à nos camarades d'enfants, tâchez de nous trouver des petites bouteilles qui pourraient servir de biberon. Alors dans ce lieu-là, qui est joli, c'est une vraie petite ville, elle nous trouve 10 autres bouteilles. Mais faire boire un bébé à la bouteille, ça ne marche pas très bien. Il fallait des tétines. Alors il n'y en a que 2 qui ont des tétines, et les autres n'en ont pas. Et là encore, vous allez voir, coup de génie des femmes, parce que vraiment, elles n'ont rien. Il y en a une qui travaillait comme infirmière auprès du médecin-chef, etc., central. Elle a attendu que le médecin-chef, le fameux docteur Traite, c'est lui qui m'avait embauché d'ailleurs, je l'ai rencontré, je le connais. Bon. Elle soit sortie de son bureau, et elle lui a volé sa paire de gants de caoutchouc. Et dans les 10 doigts des gants de caoutchouc du médecin-chef, on a taillé 10 décimes. On a eu donc 12 biberons qu'on donnait aux mères pour faire circuler parmi elles. C'était un petit progrès, on essayait de faire survivre coûte à coûte, mais enfin n'empêche. Alors, pour chaque bébé, il y avait une fiche avec son numéro, il y a une liste des enfants, vous voyez. Et puis, alors il y avait le numéro de la mère, son nom, son nationalité, car il y a toute l'Europe qui est là, son motif d'arrestation, c'est une politique résistante, c'est une juive, etc. Et puis voilà, il y a une fiche pour chaque enfant. Et on donne un prénom à chaque bébé, il y a des listes comme ça. Voilà. Et toutes ces fiches, on se regroupait dans un livre qu'on appelle le livre des naissances. Et bien ce document, je l'ai, on l'a sauvé, qui est la preuve absolue de ce qui s'est passé. Combien de bébés dans ce livre? Entre l'été 44 et la libération au printemps 45, 580 noms. 580 bébés sont nés là. Alors parmi les 580, j'ai relevé, il y a 21 Français. 21 petits Français. Alors là, j'ai retrouvé les noms. Ils sont presque tous morts, comme l'ensemble des bébés de ce camp, sauf 3. 3 ont survécu. Et nous les revoyons aujourd'hui.
C'est pas beaucoup, mais c'est toujours extraordinaire. Le plus vieux, je vais raconter son histoire vraiment extraordinaire. Le plus vieux est né en novembre 44. Les deux autres petits Français sont nés en septembre, en mars 45. Très peu avant la libération, là, c'était plus facile de les sauver. L'histoire de Jean-Claude est étonnante. Jean-Claude, sa maman d'abord, qui est une résistante de France, elle a un peu de lait, Dieu le sait. Et puis elle perd son lait. Alors qu'est-ce qui se passe quand une femme n'a plus de lait? C'est le biberon, etc. Mais il y a parfois à côté une autre des femmes qui a encore du lait, mais dont le bébé est mort. Eh bien, Jean-Claude Passera, il a été pris au sein par une femme tzigane. Car souvent les tziganes sont assez robustes, elles sont invitées à la vie. Imaginez, le petit bébé français a été sauvé par une mère tzigane. De sorte que quand on cherche les tziganes, moi je me rappelle toujours cette histoire, vous voyez. Alors après, Madame Passera et puis une Belge avec son bébé et 4 Polonaises ont été envoyés dans un petit commando extérieur moins dur. Et pas très loin, il y avait des prisonniers de guerre qui ont pu leur passer un peu de linge et du lait. Et c'est comme ça que sur les 4 qui ont été mis dans ce commando-là, 2 ont survécu, le petit Français et un Polonais. Les autres sont morts. Et actuellement, il a été libéré par les Soviétiques. Ils ont fait d'ailleurs tout un trajet extraordinaire qu'ils racontent, et puis ils rentrent en France. Oui. Il y a eu quelques cas extraordinaires. Et les 2 derniers qui ont été sauvés, il y avait le début de la libération du camp, les camions arrivent, elles essayent de monter dans les camions de Croix-Rouge, c'est la Croix-Rouge suédoise qui commence à libérer le camp, mais elles sont aperçues par des surveillants. Il y a encore des SS dans le camp à ce moment-là qui empêchent le départ et ne voulaient pas qu'on voit qu'il y avait des enfants ici. Alors elles se sont cachées, et puis une deuxième vague de camions de Croix-Rouge les emmène là. Et là, elles sont montées dans le camion. Elles ont laissé leur bébé qui passait de robe en robe des camarades. Finalement, il y a une infirmière, une prisonnière, qui écrit tel numéro, j'ai oublié les paquets. Et elles ont passé les 2 bébés par la fenêtre. Et ils ont gardé le bébé et ils l'ont monté au médecin de la Croix-Rouge quand ils sont arrivés au Danemark. C'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Mais enfin, c'est un drame, vous voyez, ça mord de ces gens. Tous les jours, j'avais des enfants morts, vous voyez. Puisqu'il n'y a que 39 survivants sur plus de 500. Crime contre l'humanité. Oui. Alors, je vais vous parler encore d'autres femmes que j'ai connues à Ravensbrück. On parle souvent des Anglaises parachutées en France avec le poste amateur, quelques cas connus, violettes, etc. Mais il y a eu quelques Françaises qui ont fait le même travail. En ce moment, on va faire un livre sur elles, les honorer. Quand en Afrique du Nord, les Français sont là, les troupes sont là, les Anglais, il y a en Afrique du Nord un général Merlin. Et il a créé, ce qui est très courant, un corps de transmission. Les femmes font la radio, le téléphone, ça c'est très classique. Et parmi ce groupe de femmes, il y en a qui ont accepté d'être parachutées en France avec une formation spéciale, le poste émetteur, etc., pour aider les réseaux. Et alors ces jeunes filles, des corps de transmission, il y en a qui sont été en France, et maintenant on va faire leur livre. Et il se trouve qu'il y en a qui ont été exécutés, etc. Mais il y en a 4 qui, prises, ont été envoyés à Ravensbrück. Et je les ai connus, les 4 en question. Les 4 merlinettes. Et finalement, c'est des filles d'un grand courage, parce qu'elles avaient cette formation spéciale, la même que les Anglaises. Il ne faut pas les oublier. Et malheureusement, en début de 1945, le commandant a fait appeler et elles ont été fusillées derrière le mur. Mais enfin, on vient d'honorer la 4e qui n'avait pas eu, près de Paris encore, leur plaque de mémoire. Voilà les types de résistance que j'ai rencontrés. Voilà. Alors bon, et puis le temps passe, le camp est complètement surpeuplé, parce que les camps de l'Est, d'Auschwitz, sont ramenés à Ravensbrück et central, de l'Ouest, on est surpeuplé, donc le commandant de camp se débarrasse de beaucoup de convois, femmes et enfants vers Bergen-Belsen, qui a beau ratifier, il n'y a même pas besoin de chambre à gaz là. Et nous, à la fin, on a une chambre à gaz. Et ils font défiler, les femmes les plus âgées sont mises dans un coin, et puis là, elles vont passer à la chambre à gaz. Ravensbrück termine en camp d'extermination. Et puis nous, les naines, il a envie de s'en débarrasser, et il organise un train, on ne sait pas vers où. Et on a un train derrière Ravensbrück, il faut monter là-dedans,
les NN et puis un groupe de femmes tziganes avec des enfants. Et dans le camp, on dit oh là là, ça c'est un mauvais convoi. Des NN et des tziganes, ils vont les tuer quelque part. Et alors le train prend la route, roule vers le sud. On a roulé 5 jours avec du pain pour 2 jours, 3 jours. Et on arrive en Autriche. Et on va arriver à un village qui s'appelle Mauthausen. Et on nous fait marcher à pied jusqu'au camp, qui est un camp d'hommes. Et là, celles qui ne peuvent plus avancer, eh ben, elles reçoivent une balle dans la tête le long du chemin. Voyez. Et moi, j'ai très peur parce que je suis avec ma mère. Les femmes du même réseau sont ensemble. Hein. Et ma mère, qui était partie une femme plutôt forte, de la cinquantaine, est devenue squelettique. Elle a d'avoir 70 ans, elle a des abcès, des pieds dans les jambes. Et on l'a soutenue, elle a été énergique, elle est montée jusqu'au camp. Et là, vraiment, elle était en mauvais état. Et puis, au camp, nouvelle sélection. Ce qui est absurde, qui montre le désordre complet des SS, parce que pourquoi pas les avoir sélectionnés tout de suite à Ravensbrück, enfin, c'est leur désordre. Et moi, j'avais très peur qu'elle passe la sélection. Et on lui avait mis un fichu sur la tête, elle est passée très raide en disant ich arbeite, eh ben, je travaille sage-femme. Oh, on laisse passer la sage-femme. Elle n'a pas été retenue pour la chambre. Parce que là-bas, ça gaz aussi. Et qu'est-ce qui va se passer le 22 avril? Eh ben, le 22 avril, on est dans une baraque lamentable, etc. Et il y a une surveillante et celle qui dit faites sortir celles qui veulent marcher. Je me suis dit, ça c'est encore une chambre à gaz pour la chambre à gaz. On sort et on se retrouve des hommes, devant des hommes qui ont un brassard de croix rouge, qui disent mesdames, comment on j'appelle mesdames, qui aiment vraiment que je le change. Mesdames, nous venons vous libérer, vous rapatrier, on va vous ramener en France par la Suisse. Et voilà, c'était la fin. On a roulé pendant 3 jours, vous voyez, jusqu'à travers l'Autriche. Et puis on arrive en Suisse et là ils nous ont désinfectés, les blessés à l'hôpital, enfin, c'est bien joli. Et puis on va rentrer vers la France. On téléphone à ma grand-mère, mon père était mort à Bourg-en-Vache, c'est là qu'on a appris, vous voyez. Et puis on va revenir en France par un train qui va nous emmener au Lutetia. Mais c'était très long parce que quand on rentrait, on n'avait aucun papier. On savait, les militaires qui étaient là ne savaient pas qui on était. Ils téléphonaient dans la mairie, avez-vous quelqu'un de tel nom, etc. Avant de nous redonner une identité, c'était pas simple du tout. C'était difficile. Voyez. Et puis voilà, et puis on est arrivé donc à l'hôtel du Tessia où on leur donnait les papiers, et puis on va reprendre le train vers la Bretagne, et vers à Saint-Brieuc. Voilà, et puis là je pense qu'il y a la ratue, tu vois. Pardon? Tu as le temps. Oui, mais il y a des questions. Ah oui, mais on a le temps. Et quelle heure est-il maintenant? Alors, il est presque 10h, on a le temps. 10h moins 10. Eh ben à 10h, on prend la route, on fait les questions. Oui, on fait les questions. Mais vous avez le temps de terminer, parce qu'ils ont le temps de poser les questions. Je termine à 10h et on